Vinland Saga saison 2, waouh! Quelle saison! Carrément, j'ai pris du plaisir à la regarder. Je me suis empressé dès le début de la saison et utilisé mes gros doigts pour écrire cette vidéo parce que j'ai des choses à dire. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis et analyser ce que j'ai compris de l'œuvre. Bien sûr, ça n'engage que moi, ce n'est pas une vérité absolue, mais je serais ravi d'en discuter avec des gens, peu importe le réseau social, un message privé, ou alors pourquoi pas sur un live Twitch lors d'un Morio Show. Sans plus attendre, commençons. Il faut l'avouer, la transition entre la saison 1 et la saison 2 est brusque. S'il n'y avait pas les gens qui nous disaient que « Oh, mais l'arc ferme, faut pas s'entendre à la bagarre, c'est extrêmement calme », je n'aurais pas accueilli la saison 2 de la même manière. Parce que petit reminder, on s'est arrêté à la mort de Lucius Artorius Castus, communément appelé Achelato. Un dénouement inattendu, que ce soit pour nous les spectateurs ou même pour Thorfinn. Oui, Thors no Musco. Parce que tuer Achelad était sa raison de vivre. Et là, on finit la saison sur un Thorfinn qui veut tuer Canute. Du coup, je commence la saison 2 en me disant, vas-y, tranquille, y a pas de souci, vas-y, on va voir ce qu'on nous a préparé, ce qu'on nous a cuisiné. On voit Einar, je me dis, ok, vas-y, y a pas de souci et tout, nouveau personnage, y a pas de souci. Puis, je me rends compte que c'est un faiblard parce qu'il n'a pas été capable de réagir pour défendre sa mère et sa sœur. Attention, j'ai pas dit de tuer les brigands, j'ai dit de réagir. Personnellement, je trouve ça honteux. Je me trouve pas dans cette situation-là, mais je me permets de critiquer. Bref, en tout cas, il devient l'esclave de Ketil au point de faire l'homme de la situation. Le Jossir Ketil. Et j'avouerai qu'à ce moment-là, j'oublie totalement Thorfinn. Avant de voir en fin d'épisode qu'il est devenu esclave. Ce qui suscite en moi la surprise, je me suis posé 3 questions. Comment l'homme qui était libre de vivre, de tuer, de piller, selon son bon vouloir, a fini esclave? Seconde interrogation. Est-ce que Thorfinn était vraiment un homme libre? Et enfin, qu'est-ce qu'un homme libre? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la liberté de penser, de parler, de vivre, enfin, d'effectuer des actions comme on le veut? Parce que si on se base sur ça, j'aimerais poser encore 4 autres questions. Ah, je vais pas arrêter. Est-ce que Arneis était libre de refuser les avances de Ketil qui lui a fait un gosse? Est-ce que Ketil, qui a usurpé la réputation de son homonyme, était quelqu'un de libre? Est-ce que Garnar était libre de refuser de partir au front et de ne pas perdre son enfant? Et est-ce que le père de Ketil était libre de ne pas livrer la fille de son village? Et à travers tout ça, en fait, on voit qu'au fil de la saison, on peut avoir la réponse à la question, est-ce que les gens sont libres ou non? Par exemple, pour moi, Thorfinn est beaucoup plus libre en tant qu'esclave qu'il ne l'était lorsqu'il était avec Achelad, car il était prisonnier de son désir de vengeance, qui était clairement sa raison d'être, sa raison de vivre. Certes, il était libre de tuer, de manger, de vivre comme il voulait, mais mentalement, il n'était pas libre. Encore au début de saison, on voit qu'il est prisonnier, il porte le lourd poids de ses péchés, qui est illustré par de nombreux cauchemars. C'est là où tu vois que la mort d'Achelad l'a dans un sens libéré, malgré le fait que sa condition d'être humain soit réduite en esclavage. Tu vois le paradoxe ou pas? Dans cette saison, à travers le travail qu'il effectue, Thorfinn en fait est en quête de liberté. Une liberté en tant qu'esclave de Ketil, mais son esprit n'est pas libre. Et c'est là tout l'intérêt de cette saison, parce que en plus de ça, Thorfinn entame un chemin vers le pardon. En fait, il est en rédemption. Ce chemin est long, très long, tant pour nous les spectateurs que pour Thorfinn. Et c'est là la beauté de la chose, parce que le petit part de très loin. Et à ma plus grande surprise, Thorfinn accepte sa condition d'esclave, qui selon moi est une manière pour lui d'expier ses péchés. On voit qu'il apprend les choses tard, parce que tout ce qu'il animait c'était le désir de vengeance, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est vide. Il se bat clairement contre son lui intérieur, et c'est fait de manière extrêmement exagérée, mais c'est le but. Rappelons qu'il est instable mentalement. Depuis ces 6 ans, tout s'est vite accéléré, il n'a pas eu le temps d'avoir une éducation. Son éducation n'est pas terminée, mais pas du tout. T'es là, tu vis la guerre au quotidien et d'un coup, tu vis plus la guerre. En gros, tout ce que t'as connu, ça tombe à l'eau. Tout est à refaire. Cette rédemption, elle nous est montrée par des images qui hantent notre protagoniste Thorfinn. Et je vous assure qu'au départ, j'ai l'impression que le pardon ne va jamais être accordé à Thorfinn. En même temps, notre affection pour Thorfinn fait qu'on se voile la face, mais il a tué, il a pillé sans vergogne. Et c'est une dinguerie. Mais qui sommes-nous pour juger? Comme je l'ai dit plus tôt, dans l'animé, sa quête de rédemption est très bien imagée. Au début de saison, quand il est dans son fort intérieur, il fait face aux gens qu'il a tués. Dans d'autres animés, le fait de reconnaître ces gens-là, c'est souvent synonyme de la fin du chemin vers le pardon. Mais pour Thorfinn, c'est totalement différent et ce serait même trop facile. Il ne les reconnaît pas. Il dit mais t'es qui toi? Il n'avait même pas conscience de ce qui l'entourait avant. C'est là où tu vois qu'en fait son désir de vengeance obscurissait toute sa vision des choses. Et que petit à petit actuellement, il est en train d'ouvrir les yeux. Et là, il voit son père, Thors, le grand, qui en vient même à lui dire que tu empestes le sang. Qui t'a donné le droit de tuer? Et la célèbre phrase, tu n'as pas d'ennemi. Oh là 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 là. Frisson, dinguerie. Comment tu...
La phrase, elle est tellement simple, mais impactante. Non les gars, cette phrase, elle a matrixé tout le monde. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec toi, tonton Torz. Ashelad était son ennemi. Thorfinn a fait d'Ashelad son ennemi. Parce qu'il a quand même tué son père. Honnêtement, on tue votre père comme ça. Vous allez pas faire de la personne qui a tué son ennemi votre ennemi, pardon. Parce que pour moi, cette phrase, pour Thorfinn, elle est valable lorsqu'il a 5 ans. Parce que, t'as 5 ans, tu vas avoir qui comme ennemi. Mais dans ce contexte-là, même si cette phrase est lourde de sens, autant dans la vraie vie, autant dans Vinland, perso, j'ai un petit peu de mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, tu te poses 2 minutes et que tu réfléchis. Tu te rends compte qu'Ashelad, il est directement ou indirectement, ça dépend des points de vue, lié à ce qu'est devenu Thorfinn. Et franchement, je trouve ça drôle que ces enseignements de son vivant, et même lorsqu'il est mort, permettent à Thorfinn de mieux comprendre qui il est et de mieux appréhender la vie. En fait, dans un sens, il l'éduque. Jusqu'à un moment, il a dit une phrase qui m'a totalement marqué. Il a dit « L'introspection, c'est bien, mais ouvre un peu l'œil. Je vous laisse méditer dessus. » Cette saison m'a fait prendre conscience que des fois, c'est mieux de connaître une personne avant de connaître son passé. Parce qu'on jugera la personne pour ce qu'elle est et non ce qu'elle a été. Et ça, c'est une bonne leçon de vie. Et c'est là où tu vois que Einar était la bonne personne pour être aux côtés de Thorfinn. Une personne au cœur pur, qui s'indigne à la moindre injustice, mais qui est enclin à pardonner. C'est sûrement ma propre interprétation de tout ça. Cependant, ce que je pourrais retenir, c'est que la rancœur n'a rien à faire dans nos cœurs. Dans notre cœur, dans notre esprit, en fait, c'est beaucoup trop lourd pour qu'on puisse porter ça toute notre vie. La vie a clairement d'autres choses à nous apporter. Et malgré les péchés que les gens commettent, à moins d'en être la victime, ne jugeons pas quelqu'un qui en a commis, surtout s'il a l'intention de se faire pardonner. Accompagnons-le plutôt vers le chemin du pardon, car en changeant, il pourra peut-être contribuer au bonheur d'une autre personne. J'ai cité Einar, mais c'est pas le seul à accompagner Thorfinn dans ce chemin-là vers le pardon. Il y a Arneis, il y a Ebi, Patelsan, le père des Ketil, et toutes ces personnes, peu importe leur statut social, permettent à Thorfinn de poursuivre son chemin vers le pardon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont remarqué le fait que j'emploie le terme statut social, parce qu'en fait, j'aimerais savoir si notre statut social, en fait, conditionne notre façon de vivre. Parce que ce qui m'a vraiment marqué, c'est au niveau de l'arrivée du mari d'Arneis, c'est-à-dire Garnar. Einar, à ne pas confondre, a voulu intervenir, sauf qu'il n'a pas pu. Car son statut d'esclave lui en empêche. Donc il était impuissant. Il s'est senti impuissant. C'est-à-dire que malgré le fait que tu aies des principes et des valeurs, c'est plutôt ton rang social qui va déterminer ta marge de manœuvre. Et ça, les gens en ont bien conscience dans Vinland. Je dirais même peut-être dans la vraie vie aussi. Quand on met les sentiments, notre avis peut être biaisé. Mais quand on est un petit peu réfléchi, on se pose 2 minutes. Est-ce qu'on peut en vouloir à Ebi de s'être interposé lorsque Thorfinn et Einar voulaient sauver Garnar? Est-ce qu'il est responsable de ce qu'a établi la société avec les rangs sociaux? Pour ma part, je dirais non, parce que c'est le système qu'il faut réformer aujourd'hui dans notre monde, notre Sekaini. Je dirais pas que c'est fini, mais c'est beaucoup mieux car on est dans une société beaucoup plus capitaliste et ton pouvoir se base sur ce que tu possèdes. Mais il y a plusieurs leviers que tu peux mettre en place pour posséder plusieurs choses. Suite à ces injustices, à ces fatalités, on a plusieurs fois fait face à de nombreuses révoltes. Que ce soit d'abord avec Einar qui s'indignait face à l'injustice dont il était victime lorsqu'il était en train de labourer les champs avec Thorfinn, que ce soit avec Garnar parce que ta femme est utilisée par un autre, mais tu ne peux rien faire. Et ça représente une fatalité. J'ai dit rien faire, mais c'est pas totalement exact parce que t'as beau faire quelque chose comme il s'est révolté, mais au final, le résultat, il sera pas bon. T'auras beau tenter de te révolter, mais ce qui t'attendra à la fin, ça sera pas une happy hand. Et Garnar en est bien la preuve, j'ai voulu y croire, mais non. Comme lui, des fois, on est victime de la fatalité, mais des fois, on subit seulement les conséquences de nos propres choix. Et là, je parle de sa femme, Arneis. Elle s'est faite frapper pour avoir aidé son homme et tenté de fuir le domaine, mais elle a fini par mourir tout comme son premier enfant et celui à qui elle allait donner la vie. Et toujours dans le même temps, t'as aussi Thorfinn qui commence à exprimer sa volonté, qui a tenté de sauver Garnar. Et du coup, ça fait que dans ces révoltes-là, dans le fait de subir une fatalité, on s'accroche à des légendes. Des légendes telles que le Vinland, ce qui me permet de me souvenir qu'en fait le propos principal de l'œuvre, c'est le Vinland. D'où le nom Vinland Saga. C'est l'essence de l'œuvre. Et en fait, j'ai même envie de me poser la question, est-ce que Vinland Saga, l'œuvre, ne serait pas spirituelle? Mais ça, c'est un autre débat. Mais pour poursuivre sur la lancée dans laquelle j'étais, on a aussi le fils de Ketil. Il en a marre d'être faible. Il a envie d'être fort. Mais poto, c'est pas pour toi. Et pour finir, on a Ketil face à Knut, qui parmi tous les exemples que j'ai cités, pourra mieux illustrer le propos vers lequel je vais vous emmener. Car en effet, tu vois que toutes ces révoltes-là n'ont pas abouti parce que déjà, il y a la fatalité, mais ce qui prime au fond, c'est la loi du plus fort. Il existe différentes formes de puissance, qu'elles soient monétaires, que ce soit la force brute ou que ce soit l'influence. Dans un premier temps, par rapport à la loi du plus fort, on a Ketil. Ketil qui dit aux paysans que voilà, moi je vais annuler vos dettes si vous combattez, ce qui motive clairement les paysans. Et à ce moment-là, il est le plus fort. Sauf que quand Canute vient, c'est Canute qui est le plus fort. Et un paysan ne manque pas de le dire à Ketil, c'est lui le plus fort. Ce moment-là, c'est quand ils se font assaillir par l'armée royale, enfin.
plutôt les Namana Jumlua. Bref, je parle pas Asgardien gros. Un autre exemple pour illustrer la loi du plus fort, oui, il y en aura d'autres, c'est avec le père de Ketil. Dans le passé, il a eu peur des assaillants de son village et il a livré une fille de son village, car son influence était beaucoup trop forte. En fait, il était carrément plus fort que le père de Ketil et il a subi à cette pression-là, quitte à aller contre ses principes moraux et livrer une fille de son village. Mais revenons sur Canute. J'aime trop l'utiliser comme ça. Pourquoi est-il le plus fort? Parce qu'il est roi? Parce qu'il est le fils d'un roi? Était-il donc prédestiné à dominer la plèbe? Ça amène à se questionner si la vie d'un homme n'est pas conditionnée dès sa naissance. Vous me direz que dans Vinland, certains ne naissent pas esclaves, parce que voilà, il y a des guerres qui sont perdues, et des gens qui n'étaient pas esclaves le deviennent. Mais de ce que je comprends dans l'œuvre, c'est que plutôt que d'avoir un statut conditionné dès la naissance, c'est plutôt que dès ta naissance, ta limite est déjà définie. Fils de paysan, tu finiras paysan, il n'y a pas d'ascension sociale. À la rigueur, tu peux finir fonctionnaire, mais c'est tout. C'est très rare d'atteindre un haut rang social quand tu pars d'en bas. C'est là où tu vois que Canute est l'homme le plus fort actuellement de Vinland, et même plus fort que Thorfinn, parce que comme je l'ai dit plus tôt, la force représente énormément de choses, que ce soit la force physique, que ce soit l'influence, que ce soit monétaire, et il a l'air de posséder toutes les formes de puissance. Et j'aimerais me pencher sur son ascension qui commence par le fait qu'Ashelat a laissé une empreinte beaucoup trop forte sur ce monde. Il est la cause du changement du personnage, toute sa machination a conduit à l'éveil de Canute, car Ashelat, porteur d'un nouveau courant de pensée sur les pays nordiques, a-t-elle Shakespeare a mis en scène une pièce de théâtre et comme Molière est mort sur scène, selon les rumeurs. Canute, de ce qu'on sait depuis la saison 1, a des idées nobles. Mais là où j'aurais pu le comparer à Heisei dans le manga Kingdom, c'est les morts sont nécessaires. Nécessaires pour parvenir à ses fins. Mais lui, il abuse. Et pas un petit peu. Parce que de là à empoisonner ton propre frère qui était en train de te soutenir, tout ça pour être au pouvoir, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et pour parler gestion royauté, Canute il a changé. D'où provient cette soif? On en revient à la malédiction de la couronne avec la manifestation de l'esprit du précédent roi, soit son père, qui de son vivant évoquait déjà cette malédiction-là. Mais là, il indique à Canute que avec 2 couronnes, mais ça sera 2 fois pire, et parce que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. La phrase prend vraiment tout son sens, mais prend une ampleur que je dirais démesurée, parce que Canute cherche à défier Dieu, selon lui, ou plutôt se rebeller contre la volonté de Dieu, parce qu'il exprime le fait qu'il y ait une certaine fatalité. Parce que selon lui, pour Dieu, les humains sont des éternels pécheurs. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Je laisse Dieu juger. Il souhaite bâtir un paradis sur terre, ce qui est égal à bafouer la volonté de Dieu. Et la manière dont il le fait souffrir le peuple de Dieu. Et avec tous ces événements, moi je pensais clairement qu'il avait oublié ses objectifs. Il était devenu une autre personne. Moi je comprenais pas. Perdona? Estamos locos? Sauf qu'en fait, il poursuit toujours son objectif. Son idéal de paradis sur terre comme la saison 1. Mais la manière a drastiquement changé. Parce qu'en fait, lui qui dit qu'en fait les hommes sont d'éternels pécheurs, mais les vikings qui sont d'énormes pécheurs parce qu'ils tuent hippies, selon vraiment les normes de là-bas. Il veut permettre à ces gens-là d'obtenir le salut. Par conséquent, il compose le fait que, voilà, moi j'ai un paradis sur terre et il y a les vikings à qui je veux donner le salut. On va faire en sorte d'obtenir ce paradis sur terre-là. C'est assez barbare, mais du coup, ce que je comprends, c'est quoi? C'est que, voilà, tu prends les vikings, ils vont conquérir les terres pour toi. Et étant donné que tu auras la main mise sur tout le monde, tu pourras appliquer ce que tu veux appliquer. Mais sa manière de faire est assez barbare et paradoxale avec ce qu'il prône. Pourquoi je dis ça? Parce que en cherchant à combattre la fatalité divine, il en perpétue une autre, la raison du plus fort, celle que j'ai évoquée plus tôt. Et pendant son discours face à Thorfinn, j'avoue qu'il a eu une petite feinte là quand il a fait le truc avec la vague. Il m'a eu, il m'a eu. Et en parlant de Thorfinn, en fait, on voit clairement une opposition entre les deux. J'irais même jusqu'à dire que les rôles se sont inversés. On est passé du pacifisme à la violence pour l'un et de la violence au pacifisme pour l'autre. Et je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir qui est l'un, qui est l'autre. Revenons à l'essentiel en parlant du développement de Thorfinn, quelle merveille! Et j'aimerais souligner le fait que Einar a un très gros apport dans le développement de Thorfinn. Il l'a accepté, il l'a aidé, il a même dit que peut-être que dans d'autres circonstances, Thorfinn l'aurait tué. Ça fait notamment référence à l'épisode spécial, le 6,5 ou le 9,5, franchement de mémoire je sais plus. Mais si vous voulez le visionner, il faut aller sur la chaîne YouTube de Mappa où est diffusé l'épisode et je crois qu'il y a même le 18,5. Donc dans celui que j'ai mentionné, en fait, on voit Thorfinn qui est dans le village de Einar et on voit que peut-être qu'il aurait pu tuer Einar par la même occasion. Mais fermons cette parenthèse. Il y a un autre moment où Thorfinn combat ses démons dans son fort intérieur et à l'apparition d'Ashelad et qui lui dit que voilà, le réalisme aide à faire des choix. Tu sais, t'as comme cette impression qu'il est un père spirituel pour Thorfinn, car il poursuit en disant que chaque être humain a une raison de se battre et je suis totalement d'accord avec ça. Ce qui me fait revenir à la bataille du domaine de Ketil, notamment le moment où Thorfinn se fait bastonner, se fait
gonfler le visage. Pour certains, ça serait le moment le plus marquant, parce que voilà, on voit il a des hématomes, des choses comme ça. Et moi, le moment le plus marquant, c'est quand on lui demande pourquoi il ne riposte pas. Et c'est là où sa réponse elle est intéressante. C'est la première fois que je vous vois. Pourquoi je vais avoir la haine contre vous alors que je ne vous connais même pas? Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, pourquoi je vais avoir la haine envers toi? Si je cherche la paix, pourquoi je vais user de mes poings? Et c'est là où ça rappelle totalement la phrase de son père. Tu n'as pas d'ennemi. Oh! Et là, je me dis, mais c'est une dinguerie comment Thorfinn, à lui seul, remet en question l'utilité de la guerre. Pas que ça n'a pas été fait avant, mais la manière dont il le fait, c'est frappant. Donc moi, je suis un soldat. Je vais cogner un autre soldat dont je ne connais rien, juste au nom des idéaux de celui ou du pays que je sers. Et je vais même rajouter que pendant que toi, tu te bats pour les idéaux de ces personnes ou du pays, eux, ils ne sont même pas sur la première ligne, voire sur le front. Oh! Pas vrai, monsieur Heisei. Et je te mets au défi de transposer ça à notre société actuelle. Mais bon, au final, Thorfinn n'est pas quelqu'un d'important dans Vinland. C'est juste qu'on le suit, mais dans Vinland, c'est grave un petit, et c'est bien parce que lui-même ne se sent pas spécial. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fond de moi, lorsqu'il voit Knut, je me dis, ah ouais, ah là, il va faire quelque chose. Mais finalement, pas du tout, jusqu'à se mettre dans un sale état. Même si d'un côté, je peux pas m'empêcher que ce bouc est instable mentalement, parce que ça, c'est le comportement de quelqu'un qui n'est pas stable. Je dirais pas que c'est quelqu'un de raisonné. Pour moi, il a un âge mental de 10-12 ans. C'est pas une insulte, hein, c'est juste que voilà, par rapport à son passé, ses antécédents, il ne peut pas être quelqu'un de 22 ans comme son âge physique. Mais à voir ce que ça va devenir, et j'admire vraiment sa bravoure. Jusqu'à le roi de l'Angleterre et du Danemark s'est clairement moqué de lui, et lui fait même remarquer que mec, t'es bête ou quoi? T'es là juste pour ça, tu t'es fait frapper juste pour me dire ce que tu m'as dit? En mode, non, t'en parles pas du domaine s'il te plaît. Ha, ça l'a fait rire. Et au vu de l'âge mental que j'ai donné à Thorfinn, franchement ça correspond totalement. Et j'ai même envie de poser une question. Des fois, est-ce qu'on ne devrait pas voir la vie de manière simple? Et finalement, ça a marché. Même si je suis un petit peu déçu parce que je trouve que ça arrive un peu trop facilement. Pour moi, le court échange qu'ils ont eu ne permet pas l'attendrissement de Knut. C'est quelqu'un, on le voit, il est sans pitié et d'un coup plus rien. Non. C'est un petit peu trop facile. Je suis pas convaincu. C'est pas mauvais, mais je suis pas convaincu. Par contre, ça me rassure sur la compréhension que j'avais du personnage, car ça reste cohérent avec ce qu'on nous a vendu depuis le départ. Suite à tout ce que j'ai évoqué dans la vidéo, tu vois qu'en fait l'arc ferme est conclu d'une très belle manière par les 2 derniers épisodes. Dans l'avant-dernier, t'as Patelsan qui est sur la tombe de Arneis, qui parle des souffrances qu'il a endurées tout au long de sa vie en pensant que c'était normal de subir tout ce qu'il a vécu. Alors que pas du tout, ce n'est pas normal de vivre quelque chose comme ça. J'aimerais rajouter que l'être humain devrait être à la recherche de l'ataraxie et de l'aponie, qui veulent respectivement dire la tranquillité de l'âme et la tranquillité du corps. Ceux qui connaissent la définition diront que c'est un petit peu extrême, mais pas pour moi car ces principes reposent sur le fait de supprimer toutes les choses qui sont superflues et se baser sur les choses essentielles. Et dans Vinland, on est déjà dans l'essentiel. En tout cas, je pense qu'on sera tous unanimes sur le fait que le développement de Thorfinn est inattendu, mais beau, très très beau. Genre le petit qui n'arrivait pas à aligner 3 phrases comme ça là, est devenu l'homme qu'on est en train de suivre. Non, c'est trop. Il a fait des rencontres qui lui permettent de devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Il y a Ebi, comme j'ai cité tout à l'heure, il y a Einar, il y a Arneis, il y a Patelsan, il y a le maître du domaine. Du coup, à travers ça, une leçon que je pourrais donner, c'est soyez vous-même et votre cercle va se constituer de la plus belle des manières. Mais j'ai cité du beau monde sans citer The Man, Leif San. Genre pendant plus de 10 ans, il était à la recherche de Thorfinn. Il était à la recherche du vrai, il en a vu des faux, jusqu'à il en a adopté un et l'a appelé Thorfinn. Nah. Perso, j'admire ce type du plus profond de mon être. Sa force d'esprit à souligner, sa persévérance. Non, Leif San, c'est trop un bon. Je sais pas si beaucoup de personnes seraient capables dans la vraie vie de faire ce qu'il a fait pour ramener Thorfinn auprès de sa famille de sang. Un acte qui impose le respect malgré des retrouvailles particulières à commencer par sa sœur. Même si ça colle au caractère du personnage, c'est trop grave. Après, c'est compréhensible parce que voilà, ça fait plus de 10 ans que ton petit frère, tu l'as vu, il était bébé, mais non, on te ramène un bouc, il est pas coiffé, il a un bouc, je sais même pas à quoi ça ressemble. On te dit c'est ton petit frère, qui va croire? Moi, je vais pas croire. Mais une mère, une vraie mère saura toujours reconnaître son enfant, même 50 ans plus tard. Et ce moment était vraiment émouvant. Mais bon, après des retrouvailles touchantes d'un côté et violentes de l'autre, Thorfinn exprime son souhait. Trouver, créer le Vinland. Est-ce métaphorique? Est-ce réel? En tout cas, Thorfinn veut créer un havre de paix pour l'humanité. Et on se rend compte qu'en fait, c'est le premier objectif qu'il a, son souhait véritable. Et ça peut être intéressant à suivre. Mais attention, parce que je reste un petit peu sceptique. Sceptique pourquoi? Parce que tout au long de Vinland, jusqu'à aujourd'hui, on a été dans un cas où il n'y avait pas forcément d'objectif et on était en train de suivre quand même
même son histoire. Et c'était ce petit côté imprévisible qui rendait attractif l'œuvre de Vinland Saga. Sauf que là, il est en quête de Vinland. Et tout va être relatif, vous me direz c'est logique, à la recherche du Vinland. Même si le Vinland nous a été introduit depuis pas mal de temps, j'ai quand même peur qu'il soit restreint en termes de liberté à cause de sa quête vers le Vinland. Voilà la raison pour laquelle je suis un petit peu sceptique, mais je reste globalement serein par rapport à la suite des événements. Des événements ou plutôt des personnages qu'on ne connaît pas qui nous sont encore teasés à la fin de saison. Un teasing qui va de pair avec l'annonce de la saison 3. En tout cas, j'ai rarement vu une œuvre autant vertueuse pour l'homme. C'est peut-être la culture de l'instant, mais je ne connais pas d'œuvre, et là je parle vraiment de manga et animé, de ce niveau en termes de leçons de vie. Et j'estime quand même avoir un certain bagage en termes d'animé et de manga. Peut-être que je ne les ai pas lus ou vus, et dans ce cas-là, j'aimerais qu'en commentaire vous m'en recommandiez, mais je peux facilement assurer que rares sont les œuvres comme Vinland Saga qui peuvent combiner réalisme, leçon de vie et virtuosité comme le fait Vinland. Dans mon livre, je ne connais pas d'œuvre qui regroupe les trois avec autant de maîtrise que Vinland. Mais pour finir, je tenais réellement à faire cette vidéo parce qu'elle me tenait vraiment à cœur. J'ai mis beaucoup de temps à la réaliser et à l'écrire depuis l'épisode 6 carrément, parce que je me devais d'apporter mon point de vue sur la manière dont ça m'a touché. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais vous verrez que j'avais beaucoup de choses à dire. Et je trouve que cette saison peut être interprétée de diverses manières car elle est philosophique, et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est soit t'es d'accord ou soit t'es pas d'accord en donnant des exemples ou des contre-exemples. Mais vraiment cette saison m'a beaucoup marqué, je sais pas vous. Du coup dites-moi ce que vous avez pensé de Vinland Saga saison 2. Est-ce que vous comptez lire? Est-ce que vous comptez attendre la saison 3? Et bien sûr si la vidéo vous a plu, vous likez en masse, vous partagez en masse et bien sûr vous abonnez sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, la paix, soyez des torfines, portez-vous bien et à la prochaine.